moi j'ai peur qu'il se blesse. Qu'il se blesse ou qu'il arrête de respirer. Qu'il tombe. En premier lieu, je dirais la crainte physique, parce que ça implique une chute en général, donc de tomber sur quelque chose, de mal tomber. Peut-être la panique des gens aussi autour, ça peut faire très peur. Maintenant que je suis enfin stabilisée, tout ça dans ma vie, ce serait d'en refaire une. Aujourd'hui, ce qui me ferait le plus peur, quand on m'a diagnostiqué, j'ai dû arrêter un peu toute ma vie du jour au lendemain, recommencer tout depuis le début. C'est vraiment quelque chose qui me terrifie. J'arrête pas de dire à ma famille, le jour où je refais une crise, j'aurai besoin de vous moralement. J'espère que j'en aurai pas si j'en ai avant longtemps, donc je me dis que j'aurai peut-être une vie très stable. Une fois qu'on y a goûté, l'autonomie, c'est dur de s'arrêter, hein. C'est un peu comme une drogue. J'ai pas de crise, enfin j'ai pas de peur par rapport à une crise. Parce qu'une crise, bah, si jamais ça arrive, il faut juste un petit peu de temps pour me dire où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les personnes autour de moi, pour vraiment me sentir plus à l'aise. La peur, c'est plus dans la façon de me faire comprendre par les autres. Se faire comprendre, c'est pour moi la seule et unique crainte que j'ai. Pas forcément le regard, mais vraiment se faire comprendre. En fait, je ne sens rien sur moi. Je ne sens pas la chaleur, je ne sens pas le froid, je ne sens vraiment rien. Non, pas du tout. Vu que je peux pas avoir les crises, je peux pas savoir si je peux avoir peur ou je peux être inquiet. Les craintes qui ne reviennent pas. Ça pourrait impacter le cerveau, donc il pourrait y avoir des séquelles en fait. Donc moi je le vois, son papa, son frère, mais c'est pas toujours vu par les autres en fait, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de la voir. On avait vraiment peur qu'il y ait des séquelles, quoi. Qu'elle se réveille, qu'elle soit puelle, quoi. Quand j'étais petite, je savais pas trop ce que c'était au début. Ça me faisait peur des fois. C'est des larmes, la crainte de quelque chose qu'elle n'a pas vécu en fait. Mais du coup, moi je comprenais pas et j'avais peur qu'elle meure, quoi. Donc c'est quand même compliqué, quoi. Ouais. Post-crise, après, c'est plutôt les comportements inadaptés, puisque pour elle, c'est des absences. Elle a peur qu'elle tombe, de la chute, parce qu'après, il y a un déséquilibre au niveau de sa marche, qu'elle puisse se faire mal, tout simplement. J'ai peur qu'elle finisse par mourir, parce que des fois, j'ai des grosses peurs quand elle fait ça. Pas bien. Pas bien. Il n'en a jamais aucun souvenir. Lui, il sent jamais quand ça vient. Il convulse beaucoup la nuit. Et du coup, c'est dans son sommeil. Et la journée, quand c'est des atonies, il s'en souvient plus. J'ai peur. Bon, elle sait appeler les pompiers maintenant. Elle appelle papy ou mamie pour qu'ils viennent la chercher, pour que nous, on puisse partir à l'hôpital. En fait, je suis secourise du travail. Je savais ce que c'était qu'une crise d'épilepsie. Mais la première que j'ai vécue avec ma fille, ça a été terrible. Je me suis demandé ce qui arrivait. Il y avait un cri qui sortait de Camille, une espèce de râle, quelque chose qui annonçait les convulsions derrière. Et aujourd'hui encore, ça fait plus d'1 an que Camille ne fait plus ce type de crise, mais encore aujourd'hui, je suis traumatisée dès que j'entends un éclat de voix ou un son qui me rappelle ce cri-là, ce spasme, je sais pas, c'est étrange. Je suis très stressée et je sens mon corps qui se glace en fait, parce que ça me renvoie les crises de Camille. Au moment du diagnostic, pendant l'année qui a suivi, c'était vraiment très compliqué. Il fallait qu'on soit témoin des crises, qu'on se relayait pour être là au moment où choper la crise, quoi. Donc pendant une semaine, ça a été un petit peu compliqué. Il a fallu s'organiser autour de Camille et de l'épilepsie. Aussi, peut-être que j'ai fait beaucoup parce que je voulais te protéger et faire que tu aies le moins de contraintes possible. Moi, je n'avais pas de contraintes. Enfin, j'en ai pas senti. Très bien réussi, bravo. C'est vrai que tu l'as plus mal vécu. Ah oui, pour moi, ça a été vraiment un combat. Pour moi, alors, quand c'est une grosse crise avec les convulsions, en général, je hurle, je crie, j'appelle mon mari et je sors de la pièce. C'est vraiment extrêmement effrayant, c'est insoutenable pour moi. Quand c'est une absence, là, je réagis bien, je pense, je mets tout de suite les mains, j'ai pas trop de problèmes. Voilà, mais c'est vrai que ces chutes aussi, ça fait hurler à chaque fois. Je travaille sur moi. Sur les grosses crises avec convulsions et tout, je suis spectateur de mon propre corps. Je sais que je me fais mal, la mâchoire, les expressions, tout ce qui est par rapport à la langue. J'ai la langue explosée parce que, comme beaucoup d'épileptiques, quand on fait une crise, on a la mâchoire qui se contracte et d'un coup, ça fait mal sur la langue, effectivement.
et je ne peux pas le contrôler dans ces moments de crise, de forte crise. Enfin, je vis comme une personne normale. Je suis atteinte de spasmophilie tétanique, donc dès qu'il faisait des crises, forcément la maman en faisait aussi derrière. Il y a un moment où on savait à quoi ressemblaient les crises, il y a des moments où ça a changé, donc c'était encore beaucoup d'appréhension parce qu'on ne savait pas, on a eu peur que ça rechange encore. Sur le coup, je fais tout pour Léa. Il y a des fois où je suis même plus là. Ce qui est dur, c'est qu'en fait, elle est enfermée dans son corps. C'est se couper avec soi-même pour agir vite, et puis après la crise, donc elle revient à elle et moi aussi. Pour une maman, voir son enfant comme ça, ne rien pouvoir faire, c'est très dur. D'autant qu'on savait à ce moment-là que ça risquait de recommencer encore dans la journée. Donc on arrive à un état de stress énorme, de sentiment d'impuissance énorme. Peut-être 1 minute, 2 minutes avant, on sent déjà une sorte de peur panique qui l'envahit et c'est redoutable. Et ouais, c'était compliqué. C'est vrai que c'est quelque chose. J'espère que ça n'arrivera plus jamais. Elle est fatiguée, elle est en colère et après, elle s'en prend un peu à moi, elle me pince, elle m'insulte et tout, donc ça fait mal au cœur, même si je l'aime beaucoup. Je rentre pas trop en conflit après parce que ça peut être frontal. Son frère et sa sœur sont plutôt très réactifs. Les risques principaux, c'est que la crise, elle dure, elle soit longue. Et puis, qui fasse un état de mal. T'aimes bien aller à l'hôpital ? Quels sont les risques ? Au quotidien, il y en a des centaines de milliers. Prendre la voiture, monter les escaliers, faire à manger, tout ça, c'est des risques. Dormir avec un babyphone à 20 ans. Le risque, c'est ça, c'est la chute en entraînant quelque chose de très grave. C'est l'impact aussi que ça peut avoir sur son cerveau, qu'elle ne soit pas trop délétère, ces crises, ces grosses crises, que ça n'impacte pas trop justement sa parole. Dernièrement, il me disait, j'ai l'impression qu'en ce moment, je cherche un peu plus mes mots. C'est de repartir au sein de l'hôpital et de le renfermer, entre guillemets. Grave, et j'ai toujours quand même peur de la mort, entre guillemets. Comme je l'expliquais régulièrement, pour moi, la crise, c'est comme une petite mort, en fait. Donc là, tout nous passe par la tête. On se dit, est-ce que le langage va revenir ? Est-ce que la cognition va pas être impactée ? Est-ce que, en termes de réflexe, de langage, de réflexion, est-ce que tout ça va revenir, en fait ? C'est des questions perpétuelles, en fait. Vas-y. Je ne suis pas en forme, je suis très fatiguée. C'est ça. Elle n'est pas en forme, elle est très fatiguée. Voilà. Pour elle, la principale répercussion, puisqu'elle ne se souvient pas de la crise, c'est une grande fatigue derrière. Et puis un ralenti qui se manifeste nécessairement. Pour moi, les risques principaux, c'est la perte des acquisitions qu'on a si durement gagnées. Parfois la sensation que ce sera toujours ainsi et mal au cœur de l'avoir ainsi, en fait. Une fois, c'est même arrivé dans un magasin, il marchait devant et il a fait une crise, il est tombé, il a convulsé. Et le temps que mon mari arrive, il y a une dame, elle ne l'a pas contourné, elle l'a enjambé. Il était en train de convulser, elle l'a enjambé. On a envie de lancer des insultes quand même. On ne demande pas aux gens de s'arrêter et de regarder, mais on le contourne au moins, mais l'enjamber quand même. On se sent seul en étant aidant. Alors je pense qu'avec le temps, on doit s'habituer un peu à cette épée qu'on a au-dessus, que tu as au-dessus de toi. Mais du suspense. Ça nous tient en haleine, on est dans un beau film. Mais voilà, c'est vrai il ne faut pas y penser en fait. Il ne faut pas y penser. Pour moi, l'épilepsie, c'est pas une maladie, dans mon cas, qui est difficile à vivre. Pour moi, c'est plus une maladie, des aidants que des patients. Parce que, je le dis souvent, cette expression-là, parce que nous, on ne les voit pas, les crises, on ne les vit pas, on s'absente pendant un temps. Et pendant ce temps, c'est eux qui regardent en panique, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'ai pas vu beaucoup d'influence sur la relation. En tout cas, ma famille proche, mon père, ma mère, ma sœur, rien n'a changé. Je dirais même encore plus de confiance et de parole. Dès qu'on m'a diagnostiqué ça, tout de suite j'ai été très ouverte et je leur ai dit tout ce que je vivais, tout ce que je ressentais, ce que j'aimais bien, ce que j'aimais pas. Sur mes relations amicales et familles éloignées, y a un gros tabou qui se forme. Moi, ça me dérange pas du tout d'en parler, je suis très ouverte. Si les gens veulent pas en parler, j'en parle pas.
C'est souvent à nous, les malades, d'aller mettre la petite pichenette pour casser tout ce tabou-là et cette coquille dans laquelle on nous enferme. Oh, elle est malade, il ne faut pas lui en parler. Pour mettre tout le monde d'accord, c'est compliqué. C'est de la solitude. On est face à nous-mêmes, face à la maladie, malgré l'aide de tous les proches. Je peux comprendre parce que du coup, mon attitude le réduit à sa maladie, j'ai l'impression. Je ne vois plus que le malade en lui. J'ai l'impression que je lui fais plus de mal que de bien, en fait. Tu vas un peu fort, mais c'est l'idée. C'est l'idée. Directement, quand je rencontre de nouvelles personnes, c'est je suis épileptique, je risque de m'étaler au sol, il n'y a rien à faire. Les amis, non, parce que je suis très famille, donc on est très sœurs, on est 4 filles. Moi, je l'avais caché en disant comment que ça se passait mes nuits. Je ne voulais pas leur expliquer. Pour pas les inquiéter, on a fait une réunion de famille où on a, entre sœurs, entre guillemets, et qu'on a expliqué les choses. Quand on était hospitalisé, quand il n'allait vraiment pas bien, là, les gens, ils venaient nous voir en me disant, bah voilà, on vient voir le petit, c'est ça qu'on venait. Mais sinon, après, entre guillemets, ils bâclent en fait la chose. Pour eux, c'est bâclé. On va à l'hôpital une fois, d'accord, on vient de dire bonjour, on vient de dire comment tu vas, mais après, il n'y a plus personne. Les gens sont très sur le regard, ils jugent beaucoup. Je l'ai ressenti aussi. Moi, j'étais la personne qui essayait de pas trop le montrer pour pas affecter encore plus. Parce que si ça m'affecte et que je le montre, ça va encore affecter tout le monde. Je n'ai jamais laissé impacter ma vie personnelle avec ça. J'ai toujours fait la part des choses. Ça a tout chamboulé. Moi, on était beaucoup enfermés en fait. Et pour une jeune fille adolescente, c'est pas une vie. Même si c'est la famille et les amis, les gens ne savent pas ce qu'on vit en fait. J'avais toujours mes amis, ils comprenaient, ils me rattrapaient quand ça n'allait pas, ils avaient plus peur pour moi. Avoir un enfant en situation de handicap n'a jamais influencé mes relations et je me suis toujours moquée du regard des autres. Eh bien ma foi oui, les gens regardent, les gens s'interrogent. Bah tant pis, voilà, moi j'agis de la même façon, je surveille, je compte le temps, j'attends que ça passe. Pour autant, je ne m'excuse pas, je me moque du regard des autres et mes relations n'en sont pas impactées en tant que telles. Malgré la peur énorme, je m'interdis de rester à la maison et de vivre dans l'entre-soi parce que sinon, alors là, c'est la fin de tout. Est-ce que tu en parles avec tes copains de l'épilepsie? Non. Toi, qu'est-ce que tu préfères faire avec tes copains? Je préfère chanter. Tu préfères chanter, oui. Toi, tu préfères t'amuser que de penser à l'épilepsie. Et tu as bien raison. Et étant donné que la maladie s'est déclarée sur le laps de temps du congé maternité, je n'ai jamais pu reprendre mon activité. Donc en fait, on se retrouve plongé dans le milieu du handicap dont on ignorait beaucoup à ce moment-là. On est dans le stress, dans l'ignorance, parce qu'on ne sait pas exactement de quoi souffre notre enfant, comment on va pouvoir l'accompagner, ce qui va en être, est-ce qu'elle va vivre effectivement, quelles peuvent être les séquelles, c'est quoi notre vie maintenant. Et notre vie maintenant, voilà, avec un peu plus de recul, maintenant quelques années se sont écoulées, voilà, je suis restée 6 ans à la maison, en tant qu'aidante à 100%, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc peu de vie sociale. Au fur et à mesure des années, ça devient normal. Et on oublie un peu que la vraie vie, c'est pas ça. Du coup, c'est difficile pour moi de m'arrêter, surtout que je suis soignante à l'hôpital, du coup au CHRU. Et de m'arrêter et d'être présente, en fait, c'est un bien et un mal. Et surtout quand on est soignant, en fait, c'est difficile de se mettre du côté du parent. Au lycée, il y a une prof qui m'a demandé mon histoire par rapport à ma sœur parce que j'en avais parlé à mes copines et ma professeure voulait savoir. Elles étaient assez choquées et tristes pour moi. Sinon, il n'y a pas eu beaucoup d'impact. Mes parents étaient là, mais pas souvent. Ils ont beaucoup de rendez-vous pour ma petite sœur et des fois, j'aimerais bien faire des choses avec mes parents. Bah, disons que j'en parle beaucoup à mes potes. J'ai un pote qui a des maladies, qui est autiste et tout ça. Donc moi, par rapport au handicap, c'est pas compliqué. Lui, il me comprend quand je parle de Pauline ou mon autre pote. À l'école, j'en ai parlé quand j'étais au lycée. Bah, en fait, depuis que ma petite sœur a eu son cancer, moi, le handicap, maintenant, j'ai les gens qui sont en handicap, je suis plus proche d'eux que quand j'étais avant, quand elle a son cancer, en fait. Je comprends mieux ceux qui ont des fauteuils roulants, qui ont des grosses maladies. Vraiment, du tout, j'arrivais pas. Et là, maintenant, depuis que ma petite sœur a eu son cancer, bah, je suis pas proche des gens comme ça. Mais il faut pas faire de différence entre les gens qui sont valides ou les gens qui sont en fauteuil roulant, tout ça. C'est des gens comme les autres, en fait. Bah,
l'autonomie, Artan ne reste jamais seul. Moi, je pense qu'il sera toujours avec nous, ou dans un centre, malheureusement, parce qu'il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Je ne travaille pas à temps complet. Moi, je fais un travail sur le terrain où je peux être amenée à travailler seule dans un endroit isolé. Donc, il faut que j'ai les équipements de protection individuelle adaptés pour détecter si jamais il y a une chute ou quelque chose. Je ne peux jamais aller travailler seule si je n'ai pas cet équipement-là, parce que c'est trop risqué. C'est le seul gros impact que je verrais par rapport à mon travail, où je ne peux pas trop être toute seule tout le temps. J'aurais adoré conduire un bus une fois dans ma vie. Juste pour avoir le gabarit, faire coucou aux autres chauffeurs, des choses comme ça. Certains de mes amis, j'avais du mal d'entendre qu'on me donne des conseils. Ça, c'était pas possible pour moi. Alors là, je voulais rien entendre. Et les gens qui voulaient être gentils et qui voulaient me donner des conseils ou qui me donnaient leur avis, pour moi, c'était même pas... Je pouvais pas, en fait. Et ces gens-là, j'étais obligée de les mettre à distance et ça a coupé certains contacts, en fait. Et ça m'agaçait qu'on me raconte la vie des autres, quoi. Enfin, je n'avais pas envie d'entendre ça. Moi, j'avais envie qu'on m'écoute, qu'on écoute mes angoisses, qu'on écoute ce que j'avais à dire, mais je ne voulais pas entendre les cas des autres. Alors il y avait des cas pires, il y avait des cas mieux, mais ça n'avait rien à voir avec le cas de Camille. Et c'était pour moi extrêmement dérangeant. Je n'ai pas voulu me faire accompagner parce que je pensais que j'allais m'en sortir, mais j'ai rendez-vous avec un psy dans 15 jours. Le traumatisme que j'ai vécu m'a vraiment... il est là encore, il est présent, je le sens que je le porte. Bon, j'arrive à vivre, ça ne m'empêche pas de vivre, mais je pense que pour aller mieux, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas vivre tout seul, à moins d'être vraiment en ville avec tous les commerces de proximité. Il faudrait que tout soit autour de moi. J'ai le permis, mais je ne peux pas l'utiliser. Mon objectif principal, c'est vraiment de trouver un travail pour pouvoir ensuite partir de chez mes parents et avoir mon autonomie, malgré tous les soucis que la maladie peut engendrer. J'ai le véhicule pour ces rendez-vous médicaux, voilà. Après, ça ne me gêne pas. Je ne travaille plus, ça ne me gêne pas. Je pense que j'ai trop tendance à l'infantiliser. Et ça, j'en ai conscience. J'essaie de vivre le plus normalement possible. C'est dur aussi pour nous de voir qu'effectivement, à 20 ans, tout d'un coup, sa vie, elle a complètement basculé, quoi. Et qu'il peut plus faire le 10e de ce qu'il pouvait faire avant. Je dois apprendre à vivre comme ça. Et à mieux vivre avec ça. Il faut arrêter de culpabiliser et je vis ma vie et tu vas en vacances. C'est vrai qu'il y a pu avoir des tensions dans mon couple, aussi bien. Mais j'aimerais formidable, mais c'est difficile quand on a un enfant malade de réagir. On ne réagit pas de la même façon. Et donc ça, c'est un peu compliqué, j'ai envie de dire. Moi, j'avais envie d'être rassurée tout le temps. Jusqu'au jour où mon mari m'a dit « mais je ne peux pas te rassurer, c'est pas possible ». Et on a réussi à trouver un petit peu une bonne façon de gérer ça ensemble. Mais voilà, ça peut avoir effectivement un impact. Je dormais avec lui, ou en fait c'était moi qui me suis plus sacrifiée. Tant que mon fils allait bien, je ne m'en rendais pas compte, je laissais tout faire en fait. Notre priorité c'était de le mettre en sécurité. On a de tout arrêter, notre vie a un petit peu basculé, puisque ça reste un petit garçon normal, où j'en suis très très fière parce que c'est la maman un peu qui s'est effondrée, c'est le grand qui reprend un peu la chose. Je suis fière de ce qu'on a accompli entre guillemets, de ne pas avoir lâché. J'ai vécu 10 ans de souffrance, et c'est ce que je dis, même la famille peut comprendre sur le coup, mais ne comprend pas ce que l'on vit chez nous. Dans un couple, c'est très très dur. Ça gâche beaucoup de choses. Je pense qu'un papa aurait pu partir, mais c'est lui maintenant mon petit sauveur, puisque je suis tombée très très bas aussi, mentalement, moralement, physiquement. J'ai des médicaments. Même Léa, pour parler, elle arrive des fois même pas à parler, à s'exprimer. Je m'ai arrêtée parce que c'est plus possible en fait. Déjà les sorties un peu, j'en faisais moins. Le réveil le matin était très compliqué, donc elle ne pouvait pas se réveiller toute seule, c'est pas possible. Même son petit frère qui était plus petit, il se gérait tout seul. En fait, lui, il s'est vite géré tout seul, mais Léa, il fallait que je sois avec elle. Encore une fois, j'essaye de ne pas m'interdire de faire les choses, de ne pas lui interdire de faire des choses qu'elle aime, mais en ayant toujours cette vigilance-là de se dire, attention, est-ce que je peux le faire avec l'épilepsie ? Voilà. Là, je suis restée enfermée, entre
entre guillemets, pendant plusieurs années pour m'occuper de mon enfant. On a l'impression que dès qu'on a acquis quelque chose, on se dit, ah bah, ça y est, ça va nous faciliter un petit peu la vie. Y a un deuxième besoin qui se fait sentir. On a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Donc c'est une charge mentale qui me dépasse. Ça m'épuise en fait. C'est pas tant la maladie, je trouve, qui épuise l'aidant, enfin, à mon sens, que les conséquences annexes qui sont les dossiers médicaux, les besoins, trouver des solutions pour la maison, pour la famille, s'organiser, gérer le temps. Avec la réduction du temps de travail, l'arrêt total, après je suis passée à 50%, maintenant je suis à 80%, je travaille de nuit exclusivement. Trouver du plaisir dans autre chose que dans le combat. Bon courage. Je sais pas, franchement. C'est une croix, mais c'est une belle croix. Plus d'éducation sur ce qu'il faut faire quand il y a une crise qui se passe. Et par exemple, très peu de gens savent qu'il y a les crises généralisées, les crises focales. Et il ne faut pas penser qu'on est Jeanne d'Arc en train de se faire habiter par un démon. Avoir une personne à côté de soi, ça aide pour une crise cardiaque, pour un évanouissement, n'importe quoi. Il ne faut pas se dire c'est bon, il est réveillé, tout va mieux. Non, 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 il y a le moral derrière tout ça. Pareil, l'épilepsie, c'est pas qu'une maladie physique. Des fois, on a des crises, il m'a fallu une semaine pour m'en remettre. Où on est en position fétale dans le canapé, entouré de couvertures, parce que waouh, ça fait un gros coup, quoi. Donc il faut qu'on soit plus nombreux à en parler. Je suis contente qu'on parle des aidants, parce que je me dis, il y a un trou dans la raquette. Il y a quelque chose qui manque pour les personnes qui accompagnent. Ouais. Ce qui est difficile aussi pour nous, enfin pour moi, parents, c'est de ne pas culpabiliser de vivre normalement, justement. D'en parler aussi, que ce soit avec l'infirmière de pratique avancée ou le neurologue. Ça permet d'échanger, ça aide beaucoup. Moi, j'ai juste un message à dire, c'est de ne pas perdre confiance en soi, déjà d'une, et d'avoir un soutien extérieur. C'est très important. Et ça m'a aidé plus que ce que je pouvais en parler à des amis qui ne comprenaient pas ma vie. Il ne faut pas perdre espoir surtout. Il y a toujours une solution à tout. Rester confiance en soi, pas perdre espoir, et sache qu'on est tous des personnes normales. Et je souhaite à personne qu'ils attrapent cette maladie-là. Voilà. J'aimerais qu'on en parle plus au collège de cette maladie. Accepter les gens comme ils sont. Pas juger les personnes qui sont. N'hésitez pas à aller dans les associations. Ils sont super d'ailleurs. J'ai déjà fait appel à eux. Il y aura toujours aussi quelqu'un pour vous aider. C'est eux l'avenir demain. Donc en fait, il faut faire des structures pour ces enfants. En fait, aujourd'hui, on fait plein de choses, mais il n'y a rien qui va derrière. Et ça, par contre, je voudrais vraiment, si on m'entend, vraiment qu'on fasse quelque chose même pour les enfants en situation de handicap. Parce qu'en fait, mettre des enfants dans des classes qui sont normales, entre guillemets, c'est pas une solution. Parce qu'il n'y a rien derrière qui suit. En fait, les enfants sont en souffrance. Et ça, je trouve que, ça, c'est mon grand coup de gueule. Je sais que c'est pas simple, parce que l'épilepsie, c'est quelque chose de difficile. On n'en parle encore pas assez. Mais être résilient. Être résilient avec soi-même, avec son enfant ou son proche épileptique, pardon. Et ne pas s'empêcher de vivre, malgré toutes les difficultés que ça peut comporter. Voilà. Est-ce que l'épilepsie, ça t'embête, ou est-ce que toi, tu arrives à vivre ta vie tranquillement comme tu veux? Oui? Oui, tu arrives à vivre ta vie tranquillement, comme tu veux? Oui? Ah, ça, c'est chouette, alors. Ça, c'est le plus beau des messages. Moi, je pense qu'il faudrait plus prendre en compte toutes ces personnes. Oui, c'est vrai que c'est une population qui vit un peu cachée. Donc, ne pas hésiter à venir échanger, ne pas avoir peur de dire des mots non justes. On n'est pas du tout en tout cas pour notre part, et toutes les personnes que j'ai pu croiser jusqu'ici, dans le jugement, de dire ah non, qu'est-ce qu'il m'a dit, c'était non. On parle de choses, on utilise les mots, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin de pitié. Plus de sensibilisation, qu'on montre aux enfants que ça existe, ce que c'est aussi. C'est pas contagieux. Il faut leur dire, c'est pas contagieux l'épilepsie. Je suis venue ici parce que c'est hyper important dans ma démarche de
bien-être et d'être mieux dans ma vie, en fait, tout, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'écriture, voilà, parce que je me dis que c'est pas parce qu'on a un enfant ou quelqu'un de malade, que ce soit épilepsie ou autre, qu'il ne faut pas avancer et continuer son chemin. Et on reste positif, en fait, dans la vie, malgré la maladie, pour continuer à avancer, parce que Pauline a le droit aussi à sa vie. C'est pas parce qu'on a une sœur ou un frère malade qu'on peut pas vivre, avoir une adolescence normale ou voilà. Et pour les gens qui nous écoutent, c'est pas parce qu'on a un enfant malade qu'on peut pas réussir dans notre vie. On peut avoir un métier, on peut avoir des projets. Peu importe le handicap qu'on a, il faut changer l'image sur ceux qui sont en situation de handicap, parce que c'est des gens comme les autres du coup. Je voulais dire qu'en tant que parent, c'est assez dur de vivre l'épilepsie, mais on peut vivre normalement quand même, ça il n'y a pas de problème. On peut faire des sorties avec notre fille, et puis elle est très bien à l'IME, mais il faut vivre quand même avec son handicap, avec notre fille, il n'y a pas de problème.